C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Choguel Maïga placé sous mandat de dépôt. L'ancien Premier ministre malien nommé en 2021 par les militaires au pouvoir et limogé 3 ans plus tard a été écroué ce mardi. Nous étions tout à l'heure avec Serge Daniel, notre correspondant régional. Nous l'écouterons dans un instant. L'Algérie de nouveau face aux feux de forêt. Le pays est désormais mieux armé pour lutter contre les incendies. Dans le massif de Taourir Kiril à Béjaïa, la protection civile est à pied d'œuvre. Des bombardiers ont été déployés pour lutter contre un incendie de grande ampleur. Plus de précisions dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on part à Abidjan en Côte d'Ivoire à la découverte d'un parc paradisiaque. Il se trouve dans la commune de Cocody et sa particularité, avoir été érigé sur une ancienne décharge publique. Les détails à suivre. L'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga a été inculpé et puis écroué ce mardi pour atteinte aux biens publics. Choguel Maïga avait été nommé Premier ministre en 2021 par le général Assimi Goïta avant d'être limogé fin 2024. Du côté de ses partisans, le ton monte déjà. Pour certains d'entre eux, cette inculpation est un règlement de compte politique, comme nous l'explique notre correspondant régional Serge Daniel. Choguel Maïga a été limogé en novembre 2024 par les militaires et depuis, rien ne va plus entre Choguel et les militaires. Il a fait plusieurs sorties sur les réseaux sociaux pour dénoncer la situation, les problèmes de sécurité, mais en même temps, il a estimé que la justice était au service des politiques et qu'il ne fallait pas confisquer le pouvoir. Et ça, forcément, ça n'a pas plu aux militaires. Et son inculpation, sa convocation ont coïncidé avec ses propos, ce qui fait dire à ses partisans qu'en fait, que c'est effectivement un règlement de compte politique et qui ne vont pas se taire. Et Choguel Maïga lui-même, après avoir été mis sous mandat de dépôt, a déclaré, selon son avocat, qu'un homme politique ne doit pas peur d'aller en prison, mais qui doit continuer à défendre ses opinions. Donc, Choguel Maïga qui devient, disons-le clairement, un opposant des militaires avec qui il était lié au départ. Au Cameroun, 16 personnes, dont 5 enfants d'une même famille âgés de 13 à 19 ans, ont été enlevées dans l'extrême nord du pays. Les ravisseurs, des hommes armés présentés comme des membres de la secte Boko Haram, réclament une rançon de 50 millions de francs. Ils auraient déjà exécuté un des enfants selon la mère. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. C'est un bus de 18 places qui a été attaqué jeudi dernier à Zigagé, sur la route Kousséri-Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. À ce jour, une dizaine de passagers, dont 5 enfants d'une même famille, sont toujours aux mains des assaillants. Un de ces enfants, âgé de 19 ans, a même été exécuté selon sa mère. Le chauffeur du bus, son assistant, 2 femmes et leurs enfants ont été libérés après avoir manifestement payé la rançon exigée par leur bourreau. Les hommes armés se sont présentés à la mère de l'otage exécuté comme des membres de la secte Boko Haram qui sévit dans cette région frontalière du Nigeria et du Tchad depuis 2014. Pas de revendications enregistrées jusqu'à présent, pas de réaction également du gouvernement malgré les appels de la société civile et de l'opposition. Ces enlèvements viennent rappeler que malgré son affaiblissement ces dernières années, la secte Boko Haram reste active dans cette région de l'extrême nord du Cameroun. L'Algérie face à une nouvelle vague de feux de forêt. Le pays n'échappe pas aux incendies qui touchent tout le bassin méditerranéen. Cette année, le pays a connu moins de feux et dispose de plus de moyens pour lutter contre ce fléau. À Béjaïa, la protection civile est à pied d'œuvre et des bombardiers ont été déployés pour lutter contre un incendie d'une grande ampleur. Hadi Minté. En attendant l'arrivée des pompiers, ses habitants utilisent ces branches pour contenir les incendies. Le feu a commencé et a brûlé les champs de mon frère. Je suis resté ici et j'ai appelé les pompiers. Je n'avais pas peur, j'avais déjà dégagé mon champ. Depuis lundi, Béjaïa et 8 autres provinces d'Algérie sont touchées par de violents feux de forêt. En cause, une vague de chaleur avec des températures allant jusqu'à 45 degrés. 200 pompiers sont mobilisés selon la protection civile, mais dans certains villages, ils ont des difficultés à intervenir. Le relief escarpé rend l'accès difficile.
Nous essayons d'arrêter le feu quand il s'approche, car il n'y a pas de route pour que les camions de pompiers puissent nous atteindre. Alors nous faisons ce que nous pouvons. 12 avions bombardiers d'eau ont renforcé les équipes sur place. Plusieurs foyers ont pu être maîtrisés, mais d'autres restent sous surveillance. Une semaine après le passage de la tempête tropicale Erin, l'île de Saint-Vincent au Cap-Vert continue de panser ses plaies. Les pluies torrentielles et les glissements de terrain ont fait 9 morts. La vie reprend difficilement son cours alors que les prédictions météorologiques font craindre de nouvelles intempéries. La correspondance régionale de Sarah Sacco avec les images sur place de Mario Jardel Barbosa et Mathilde Dias. 8 jours après le passage de la tempête Erin, Saint-Vincent reste défiguré. Les autorités, les associations, les volontaires sont à pied d'œuvre pour tenter d'évacuer les eaux, réparer, reconstruire. Il faut donc préciser que le bilan humain a été très lourd, 9 morts, 2 disparus. D'ailleurs, les travaux de recherche se poursuivent, y compris en mer, mais les dégâts matériels sont également très importants. Nous avons pu joindre la responsable régionale de la protection civile. Elle nous a expliqué que ces équipes se sont déployées sur toute l'île pour tenter de réparer les infrastructures. Les réseaux d'électricité, d'eau sont abîmés. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau courante. Elle devrait être rétablie d'ici vendredi. Des personnes sont également toujours hébergées dans des centres d'accueil improvisés dans des écoles. Elle nous a parlé de 280 personnes. 70 d'entre elles ont perdu leur domicile et n'ont pas d'autre solution. Les autres sont des personnes qui ont été évacuées pour éviter, par exemple, les glissements de terrain. Je vous propose à présent d'écouter ces témoignages recueillis à Mindelo. Ce sont des personnes qui ont été directement victimes de cette tempête. J'ai tout perdu. J'ai dû trouver refuge chez mon fils et quand je suis revenue le lendemain pour voir l'état de la maison, je n'ai retrouvé que quelques affaires comme des serviettes que ma petite fille et moi utilisons. J'ai perdu mon commerce, ma seule source de revenus. Mes enfants et moi tenions un food truck. J'ai 2 enfants à l'université et ils m'aidaient. C'est grâce à ce travail que nous pouvions payer leurs frais de scolarité. Les prévisions météorologiques prévoient le passage d'une nouvelle onde tropicale à partir de vendredi, notamment à côté de Saint-Vincent, ce qui fait craindre évidemment de nouvelles intempéries aux 85 000 habitants de l'île. La prudence reste donc de mise. La protection civile nous a ainsi expliqué que les personnes qui avaient été évacuées le 11 août resteront dans les abris provisoires juste après le passage de cette nouvelle onde tropicale. Au Sénégal, la vigilance est extrême à Matam, au nord-est du pays. Le fleuve Sénégal menace de déborder sur des centaines de villages. Le niveau de l'eau ne cesse de monter à cause des fortes pluies enregistrées ces dernières semaines. Il y a un an, le débordement du fleuve avait rayé plusieurs villages de la carte. Les détails de notre envoyé spécial sur place, Eliman Daou. La cote d'alerte du fleuve Sénégal, ici à Matam, est à moins 2 mètres, augmentant les risques de débordement du fleuve Sénégal. Ici, tout le monde a en tête l'épisode de l'année dernière où le débordement du fleuve Sénégal avait rayé plusieurs villages de la carte avec des milliers de sinistrés. Les populations le long du cours d'eau sont dans l'anxiété. Je vous propose de les écouter. Voilà comment ça se passe dans cette zone. On est inquiet. Chaque matin, même le soir, tu es là avec ta famille, tu es inquiet. Parce qu'on ne sait pas. Ça peut arriver à tout moment, comme l'année dernière. Et ça menace les habitations, ça menace les champs, ça menace tout. Regardez les visu de village. Ils ont tout perdu. Mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On est obligé de rester. Parce qu'on n'est pas de l'endroit que là on va aller. Dans un post publié sur Facebook ce lundi, le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement a appelé les populations proches du cours d'eau à se prémunir et à se mettre en sécurité. Il informe parallèlement que les services de l'État sont mobilisés pour leur apporter assistance. Si vous faites un tour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous y découvrirez un parc pas comme les autres, à Akwedo, dans la commune de Cocody, sur le boulevard Mamadi Koulibaly. Un espace paradisiaque a été érigé sur une ancienne décharge publique. Les détails avec Émilie Boyle. Luxuriant et verdoyant, il est difficile de croire que ce nouveau parc était autrefois l'une des plus grandes décharges d'Abidjan.
Après 5 ans de travaux, le parc urbain est enfin prêt à ouvrir ses portes. Quand à l'époque on était venu, tout ici était des ordures. Et ces ordures entraînaient des maladies. On ne pouvait pas respirer les odeurs. Toutes les voitures d'eau vive venaient déverser les ordures ici. On n'a jamais pensé qu'aujourd'hui ça pouvait être un parc. La décharge d'Aquedo a été ouverte en 1965. Lorsqu'elle a fermé en 2018, 50 millions de tonnes de déchets y avaient été déversés. Des scientifiques locaux avaient recommandé la fermeture et la réhabilitation urgente du site. L'équipe avait démontré que les personnes vivant dans la région étaient dangereusement exposées à la pollution. Les gens se plaignaient des odeurs, les gens se plaignaient de la perte de valeur de leurs investissements. Aujourd'hui, on peut penser que ce qui a été perdu a été amplement regagné. Le projet a coûté environ 189 millions d'euros et consistait à recouvrir les déchets d'argile, créant ainsi une géomembrane pour les isoler de l'environnement extérieur. Le parc Aquedo s'étend désormais sur 100 hectares et comprend un marché, une école et des routes rénovées. Sa construction a également fourni des emplois à des centaines de personnes dans le quartier. C'est tellement beau à voir, tellement joli, donc on va y revenir encore. Le parc d'Aquedo est une bouffée d'air frais pour les habitants d'Abidjan qui démontre que même les déchets peuvent être transformés en trésors. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.